J'ai une réponse très favorable. Le serveur SSH vient de me répondre que il accepte deux types d'authentification. Donc, l'authentification par mot de passe et l'authentification par clé SSH. Donc, en un mot, cette commande va essayer chaque mot de passe de la liste rocklu.txt sur le serveur SSH à l'adresse 172.17.0.2 avec 4 connexions parallèles. Donc, je tape Entrée. Là, l'attaque est en cours. Il doit aller chercher le mot de passe qui correspond à l'utilisateur root. Pour ne pas trop perdre du temps, je vais accélérer la vidéo. Alors, bingo, Ida a réussi à récupérer le mot de passe. Nous avons notre mot de passe ici qui est mon SSH 1, 2, 3. Alors, une fois que nous avons chiffré le fichier, nous pouvons taper la commande ls pour voir le contenu. Donc, vous voyez ici, nous avons notre fichier chiffré. S'il faut jeter un coup d'œil à l'intérieur, backup.inc pour voir le contenu de ce fichier. C'est comme ça là que se présente un fichier qui a été chiffré. Donc, c'est illisible. Vous ne pouvez pas le déchiffrer si vous n'avez pas la clé. Il va envoyer ce message à la victime. Alors, une fois que la victime va voir ce message, lisez-moi.txt, il vient lire le contenu du message. Vos données ont été chiffrées. Votre serveur a été compromis. Toutes vos données confidentielles ont été chiffrées. Ici, nous avons le type de fichier, backup.inc. Pour récupérer vos données, envoyez 0,5 bitcoin. Le bitcoin, c'est de la crypto-monnaie. Et 0,5, normalement, en euros, ça équivaut à quelque chose du genre 30 000 euros. Salut à tous, chers internautes. Imaginez un matin, vous vous réveillez, votre serveur ou votre PC est verrouillé. Tous vos fichiers sont transformés en code indéchiffrable et une rançon vous est exigée. Alors, dans cette vidéo, je vais faire une démonstration complète du ransomware, c'est-à-dire de la prise de contrôle au paiement de la rançon ou non jusqu'au déchiffrement des données. Alors, ne perdons pas du temps, allons directement à l'essentiel. Alors, je viens sur ma machine Kali Linux, j'ouvre deux terminaux. À gauche, nous avons un terminal concernant l'activité de notre victime. Vous voyez ici, c'est marqué victime. Et à droite, nous avons un second terminal où nous aurons l'activité de notre attaquant, c'est-à-dire du pirate. Alors, pour cela, je vais utiliser un conteneur Docker. Nous partons du principe que vous avez déjà Docker installé sur votre machine. Donc, pour ceux qui ne savent pas comment installer Docker, donc je vous donne la commande sudo apt update sudo install Docker. Moi, étant donné que je l'ai déjà installé, donc nous allons aller directement taper la commande sudo systemctl start Docker. Donc là, je viens de lancer Docker. Alors, ce que nous allons faire par la suite, nous allons entamer la première étape, celle qui consiste à créer et lancer le conteneur Docker. Pour cela, je vais me mettre d'abord en route pour avoir tous les privilèges nécessaires pour ne pas tout le temps revenir taper la commande sudo. Donc, pour créer et lancer notre conteneur Docker, je vais taper sudo docker run-it -name. Je vais appeler mon conteneur ransomware serveur -p port 2222 2.22. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout le contenu de la commande, la test et bin bash. Sur notre commande ici, sudo, non, nous n'avons plus besoin de taper sudo du moment que je suis déjà en route. Donc ici, nous avons docker run, c'est pour créer et lancer notre conteneur. -it ici, c'est pour que j'ai un terminal interactif. Et -name ici, c'est pour signifier le nom de mon serveur. Et -p ici, c'est pour cela signifie que le service SSH de notre conteneur sera accessible sur le port 2222 de notre machine Kali Linux. Pour bien comprendre cela, vous devez comprendre la notion du mapping. Donc, sur le port mapping ici, notre conteneur sera complètement isolé, comme un bureau qui n'a pas de téléphone.
Ubuntu ici c'est l'image Docker, c'est-à-dire le système d'exploitation. Et la test ici c'est nous utilisons la dernière version de Ubuntu. Bin bash c'est pour avoir un prompt à la fin de l'exécution de notre commande. Donc pour cela, je tape entrée. Nous avons créé notre conteneur et il est bel et bien lancé. Alors, la deuxième étape ici, nous allons mettre à jour notre conteneur Docker et puis nous allons installer le service SSH. Donc, apt update et nous allons installer le service SSH apt install open SSH server -y, c'est pour ne pas revenir tout le temps taper sur yes. Et je clique sur entrée. Là, il va mettre à jour notre conteneur Docker et puis il va installer le serveur SSH. Donc là, il vient de terminer avec la mise à jour du conteneur et le système vient d'entamer l'installation du serveur SSH. Donc là, il me demande de renseigner sur la zone géographique. Je vais taper 1 pour l'Afrique. Et étant donné que je suis à Luanda, en Angola, je vais taper 34. Entrée. Donc ici, la création de notre serveur SSH a été une réussite. Pour que notre démonstration ait l'air vraiment réaliste, je vais donc modifier la configuration du serveur SSH pour accorder les permissions à l'utilisateur root. Pour cela, je vais taper la commande echo permit root login yes symbole supérieur, double supérieur, et je vais aller dans le répertoire etc ssh sshd barre de 8 config. Entrée. Alors, je viens donc d'ajouter cette ligne permit root login yes. En fait, qu'est-ce que je viens de faire? En quelque sorte, on peut dire je viens de créer une vulnérabilité dans le serveur SSH pour que cela ait vraiment l'air réaliste lors de notre démonstration. Vous allez voir pourquoi ça a été important. Alors, après cette étape, je vais configurer le mot de passe pour l'utilisateur root. Entrée. Ici, je vais donc renseigner le mot de passe que l'utilisateur root va rentrer. Pour cela, je vais mettre mon SSH 1, 2, 3 entrée. Le système me demande de confirmer ce mot de passe. Mon SSH 1, 2, 3. OK. Le mot de passe a été créé avec succès. Donc, ce que je viens de faire, dans la réalité, en fait, dans pas mal de cas, on a souvent un accès root autorisé plus un mot de passe faible. C'est une erreur classique qui est très courante en production. Donc avec ce type de configuration, toutefois que l'utilisateur se présentera en route, le système va simplement lui demander de renseigner son mot de passe et s'il renseigne un mot de passe qui est valide, automatiquement il aura accès au serveur. C'est quelque chose que je vous déconseille fermement. C'est très dangereux d'avoir un serveur avec ce type de configuration. Donc, une fois cela fait, nous allons vérifier si cette ligne a été bel et bien ajoutée. etc ssh /sshd barre de 8 config. Entrée. Nous allons vers la fin du fichier pour vérifier. Très bien, vous voyez bien, la ligne permit root login yes a été bel et bien ajoutée. Alors, ce que nous allons faire encore, nous allons ajouter la ligne password authentication yes. Donc, lors de la vérification du fichier SSH ici, nous venons à la fin pour vérifier la ligne permit root login a été ajoutée avec succès. Elle est là. Nous ajoutons cette ligne password authentication yes, tout simplement parce que sans cette ligne dans le fichier SSH, le login par mot de passe pourra être bloqué. Alors, une fois que nous avons ajouté ces lignes, nous allons taper sur CTRL enregistrer et CTRL X pour sortir. Après cela, nous allons redémarrer le serveur SSH avec la commande service SSH start.
Très bien, le serveur SSH s'est lancé avec succès. OK. Bon, nous allons nettoyer le terminal. Alors, la prochaine étape ici, nous allons créer des faux fichiers dans le conteneur. Pour cela, nous allons taper la commande mkdir. Mkdir pour make directory. -p. -p, c'est pour créer des répertoires parents intermédiaires. Donc, si le fichier existe déjà, il ne va pas nous renvoyer une erreur. Alors, nous aurons le répertoire var. Nous allons créer un dossier nommé confidentiel. Et nous tapons entrée. Alors, une fois que nous avons créé le fichier confidentiel dans le répertoire var, ce que nous allons faire, donc je vais aller dans le répertoire var, je vais taper nano. Et ce que je vais faire, c'est que, excusez-moi, je n'ai pas nommé le nom du fichier. Donc, le fichier sera client VIP. Client VIP.txt. Entrée. Et je viens ici dans mon ordinateur, je vais récupérer un hérodoc que j'avais préparé. Mais je prends juste la partie du texte et je colle dans mon fichier ici. Donc, nous avons ici un fichier ultra confidentiel. Nous avons service finance, Banque centrale africaine, laboratoire pharmaceutique. Donc, une fois que j'ai copié mon texte, je vais faire CTRL-O, entrée, et CTRL-X pour sortir. Je vais créer un second fichier. Celui-là, je vais l'appeler mot de passe.txt. Entrée. Je viens dans mon ordinateur, je prends ce fichier Access System concernant les mots de passe. Ici, sur ce fichier, j'ai le serveur principal avec l'adresse IP de l'admin, son mot de passe. Ici, nous avons la base de données, l'utilisateur root, son mot de passe. Ici, nous avons le panel admin, l'URL, l'administrateur et son mot de passe. Donc, CTRL-O, entrée, CTRL-X, je sors. Donc, nous avons pu créer deux fichiers confidentiels dans le dossier var. Alors, donc, nous pouvons aller dans le répertoire var pour vérifier les fichiers que nous avons créés, var confidentiel. Et si je tape ls, vous voyez, nous avons bien nos deux fichiers qui ont été créés. Alors nous allons vérifier l'adresse IP qui utilise notre conteneur Docker. Alors, nous avons ici l'adresse IP qui utilise notre conteneur Docker, le 172.17.02. Maintenant que du côté de la victime, tout est prêt, nous pouvons maintenant aller du côté de l'attaquant. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que cette adresse IP fait partie de la plage des adresses que utilisent des conteneurs Docker. Donc, dans un contexte réel, l'attaquant ne sait pas si la machine de la cible est un conteneur Docker, une machine virtuelle ou bien un serveur. Il scanne tout simplement l'adresse IP et les ports exposés. Donc, cela revient à dire que nous devons considérer cette adresse IP comme une adresse IP privée dans un réseau quelconque. Donc, nous venons du côté de l'attaquant ici. Nous allons utiliser Nmap, qui est un outil incontournable dans la cybersécurité et dans le réseau. -S pour un scan furtif et -SV pour chercher la version, -E pour faire la recherche des systèmes d'exploitation. Et je mets l'adresse IP de la victime et 172.17.0.2. Et nous lançons. Notre commande s'est exécutée avec succès et nous avons ici le port 22 qui est le port utilisé par le service SSH et nous avons ici la version du serveur SSH qui tourne sur la machine de notre victime et ici nous avons le système d'exploitation qui utilise le conteneur. En tant que pirate, je sais maintenant que le port 22 est ouvert sur la machine de la victime. Donc, toujours avec Nmap, cette fois-ci je vais taper un script -P pour spécifier le port. Ici, nous avons dit qu'il s'agit du port 22, le port par défaut du service SSH. Alors, donc je vais taper une commande, un script Nmap qui va me permettre de faire la demande au serveur SSH pour savoir quel est ou quels sont les types d'authentification que le serveur SSH accepte. Pour cela, je vais taper le script -SSH auth
méthode au pluriel, ok. Je tape l'adresse IP. J'ai fait une erreur. Il y a un tiret de plus. J'ai mis SSH script. Il n'y a pas de tiret ici. Ok, très bien. Je peux lancer ma commande. Alors, très bien. Ici, nous voyons très bien que j'ai une réponse très favorable. Le serveur SSH vient de me répondre que il accepte deux types d'authentification. Donc, l'authentification par mot de passe et l'authentification par clé SSH. Alors, je vais nettoyer mon terminal. Donc, nous avons bien la réponse que le serveur SSH accepte l'authentification par mot de passe. Donc, cela signifie qu'une attaque par force brute est techniquement possible. Pour cela, je vais utiliser Hydra, qui est un outil très efficace pour le brute force. Je vais taper Hydra. Hydra-L pour l'utilisateur root et -P pour spécifier que nous allons utiliser un dictionnaire de mots de passe. Je vais mettre le path, c'est-à-dire le chemin où se trouve le dictionnaire qui contient au moins 14 millions de combinaisons de mots de passe. User char /word list /rocku.txt. Et je vais spécifier l'adresse IP 172. Je spécifie le service SSH -S pour le port 22, -T pour signifier le nombre de connexions parallèles. Ici, je vais mettre 4 pour faire 4 tentatives simultanées. Donc, en un mot, cette commande va essayer chaque mot de passe de la liste rocku.txt sur le serveur SSH à l'adresse 172.17.0.2 avec 4 connexions parallèles. Donc, je tape Entrée. Là, l'attaque est en cours. Hydra va aller chercher le mot de passe qui correspond à l'utilisateur root. Pour ne pas trop perdre du temps, je vais accélérer la vidéo. Alors, bingo, Hydra a réussi à récupérer le mot de passe. Nous avons notre mot de passe ici qui est mon SSH 123. Vous vous souvenez de ce mot de passe que la victime avait créé lors de la configuration du serveur SSH. Ici, nous avons notre utilisateur qui est root. Donc, la commande a été lancée à 23h07 et nous avons eu le résultat à 23h09. Donc, juste 2 minutes a suffi pour que Hydra puisse nous trouver le mot de passe, mon SSH 123. Alors, arrivé à ce niveau, nous allons faire une petite pause juste pour vous rappeler que à la base, je ne suis pas youtubeur. Je fais de la vulgarisation juste par passion, parce que ma passion, c'est la cybersécurité. Donc, si vous aimez ce que je suis en train de vous montrer dans cette vidéo, envoyez un petit signal à l'algorithme en likant, en vous abonnant et en mettant un petit commentaire. Cela va permettre à l'algorithme de mettre vraiment en avant cette vidéo pour que cela puisse toucher beaucoup plus de monde. Merci, on peut continuer. Une fois que notre pirate a trouvé le mot de passe, il va essayer de se connecter en SSH. SSH, l'utilisateur c'est root, arrobase, adresse IP 172.17.0.2. Nous avons le SSH root, arrobase, adresse IP. Nous n'avons plus besoin de mettre le port tout simplement parce que SSH va par défaut utiliser le port 22. Je peux taper Entrée. Yes, si nous voulons continuer, je clique sur Yes. Il me demande de rentrer le mot de passe. Je prends ce mot de passe que Hydra nous a trouvé. Je vais taper mon SSH 123. Entrée. Et voilà, open bar. Tout est OK. Notre pirate a pu se connecter sur le serveur de la victime et il est maintenant dans le site. Il a pris le contrôle de la machine de notre victime. Alors, nous avons une authentification réussie. Et ce qui reste à faire, notre pirate va essayer de naviguer dans le répertoire où il y a des fichiers. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand un attaquant arrive à avoir un accès à un serveur ou à un système, il y a des répertoires classiques à forte valeur. C'est-à-dire,
il y a des répertoires où il faut chercher en priorité. Pour cela, je vais taper une commande qui va servir à chercher dans le système de fichiers selon les critères bien précis que je vais renseigner. Alors, la commande c'est find. Find pour trouver, slash pour signifier que la recherche doit commencer depuis la racine du système. Slash -d pour signifier que je vais uniquement chercher des dossiers et non des fichiers. Ensuite, je vais taper -iname. -iname, je mets entre griffes le fichier. Il doit chercher le fichier confident. Je ferme les guillemets et je mets étoile. Qu'est-ce que cet argument signifie? C'est-à-dire, il va chercher tous les dossiers relatifs au concept confident. Donc, tout ce qui concerne le confident sera détecté, que ce soit en caractères majuscules, minuscules, ainsi de suite. Et ensuite, je vais taper deux symboles supérieurs /dev /nul. Cette combinaison d'arguments, c'est juste pour masquer les erreurs. C'est-à-dire, cela évite des erreurs du type permission refusée. Grosso modo, cette commande, elle est très réaliste. En fait, les admins ont souvent l'habitude de mal nommer leur dossier. C'est-à-dire, ils stockent souvent des données sensibles en clair. Donc, on peut dire qu'avec cette commande, on fait un peu de l'OSINT local. Je clique sur OK. Et très bien, voilà. Donc, cette commande nous a directement conduit là où l'on trouve les fichiers confidentiels. Donc, ici, nous allons aller sur, si je peux aller sur le dossier var, /var confidentiel, pour aller vérifier si exactement il y a des dossiers confidentiels qui sont sur ce répertoire. Voilà, nous sommes sur le répertoire. Je tape ls. Et voyez bien, nous avons deux fichiers confidentiels se trouvant dans le serveur de notre cible. Client VIP.txt, fichier mot de passe.txt. Alors, on peut lancer un coup d'œil pour voir le contenu de ce fichier. Si réellement, ce fichier a quelque chose de... J'ai oublié le F. Non, il y a le F qui manque. Donc, OK. Vous voyez bien, le pirate jette un coup d'œil dans ce fichier. Il voit bien que c'est un fichier d'accès système avec mot de passe pour chaque type d'utilisateur. Alors, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Le hacker va passer à l'étape du chiffrement. Avant de chiffrer les fichiers, il va d'abord regrouper tous les dossiers importants afin de les archiver dans un seul endroit pour procéder au chiffrement. Pour cela, il va utiliser la commande tar qui sert à regrouper les dossiers dans une seule archive. -c, C pour créer une archive, Z pour compresser le fichier en zip et F pour spécifier le fichier. Ici, nous aurons un fichier backup.tar.gz. À la fin, nous allons ajouter étoile pour signifier qu'il s'agit de tous les fichiers du répertoire confidentiel que l'on va compresser. Entrée. ls pour vérifier si le fichier a été archivé. Vous voyez ici, nous avons un fichier backup.tar. J'ai mis 2 T. Normalement, c'est un seul T qu'il faudra. Nous allons renommer ce fichier MV. Très bien. Si on revérifie. OK, c'est bon. Alors, maintenant que nous allons regrouper tous les fichiers, ce que vous devez retenir sur cette commande, car c'est une commande très importante qui sert à regrouper plusieurs fichiers ou dossiers en un seul. Et l'extension .gz, c'est pour la compression en gz, c'est-à-dire pour réduire la taille du fichier. Alors, une fois cela fait, notre pirate va procéder au chiffrement du fichier compressé. Backup.tar.gz avec la commande openSSL enc ssl enc. Je vais revenir pour expliquer la commande es-256-cbc. Alors ici, donc l'outil OpenSSL ici,
c'est un outil de cryptographie. ENC, c'est le module d'encryption. Donc, AES 256, ici, c'est l'algorithme de chiffrement très sécurisé. Il est de standard bancaire, c'est-à-dire utilisé aussi dans les banques. Et l'argument CBC que nous ajoutons ici, c'est pour signifier le mode opératoire. Le cipher blockchaining et -salt. Salt ici, c'est pour ajouter en fait le sel. Alors, la notion du sel dans la cryptographie, c'est une notion très importante. Quand on dit d'ajouter le sel, c'est tout simplement ajouter des données aléatoires avant un chiffrement pour éviter, par exemple, les attaques par dictionnaire et pour ne pas aussi, lors du hachage, par exemple, c'est pour ne pas avoir deux fichiers avec un même hash. La notion du sel dans la cryptographie, je crois qu'elle est très importante. Ça m'inspire. Je ferai une vidéo dessus pour les niveaux débutants et nous les intermédiaires. Donc, une fois que j'ai mis le sel, je vais mettre -int le fichier d'entrée. Donc, le fichier d'entrée, c'était backup-pointard.gz. Ça, c'est en entrée et en sortie. -out. Nous aurons un fichier en extension .enc, c'est-à-dire un fichier chiffré. Je tape entrée et il me demande le mot de passe que je vais utiliser pour le chiffrement. Pour faire simple, nous allons taper 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK. Il me demande de le confirmer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK. Alors, ici, très bien, je viens d'avoir un fichier chiffré. Alors, ce message ici, c'est juste pour me signifier que le chiffrement s'est bien déroulé, mais il serait mieux d'utiliser cette fonction de chiffrement, c'est-à-dire le PBKDFD, la fonction mot de passe basée par la clé de dérivation. C'est comme un coffre-fort dans lequel nous mettons encore notre fichier qui vient d'être chiffré. Donc, c'est pour ajouter en fait une couche de sécurité dessus. Alors, une fois que nous avons chiffré le fichier, nous pouvons taper la commande ls pour voir le contenu. Donc, vous voyez ici, nous avons notre fichier chiffré. S'il faut jeter un coup d'œil à l'intérieur, backup.enc pour voir le contenu de ce fichier. C'est comme ça là que se présente un fichier qui a été chiffré. Donc, c'est illisible. Vous ne pouvez pas le déchiffrer si vous n'avez pas la clé. Donc, pour notre cas ici, seul le pirate qui a le mot de passe. Une fois que notre hacker a pu chiffrer les dossiers, pour forcer la victime à payer la rançon, il faudrait que notre pirate puisse supprimer les autres fichiers dans le dossier confidentiel, ne laisser que le fichier qui est chiffré. Pour cela, nous allons taper la commande rm-rf. Alors, nous mettons astérisque pour signifier tous les fichiers avec extension .txt et tous les fichiers avec extension .ini et le fichier backup tar.gz. Tapons ls. Tous les fichiers ont été supprimés. Il ne nous reste que le fichier chiffré. Alors, une fois cela fait, notre pirate va envoyer une note de rançon à notre victime pour lui signifier que ces données confidentielles ont été compromises. Pour cela, je vais sur mon ordinateur, je vais récupérer un HeroDoc que j'ai préparé pour cette occasion. Donc, je viens ici, je colle mon HeroDoc. Donc, je tape entrée. Et si je viens sur la machine de la victime, je tape ls. Vous voyez bien, nous avons un fichier, lisez-moi, qui a été créé. Si nous ouvrons ce fichier du côté de la victime, le pirate peut le lui envoyer par plusieurs canaux, par WhatsApp, par numéro de téléphone, par n'importe quel canal que le pirate voudra. Il va envoyer ce message à la victime. Alors, une fois que la victime va voir ce message, lisez-moi.txt, il vient lire le contenu du message. Vos données ont été chiffrées, votre serveur a été compromis, toutes vos données confidentielles ont été chiffrées. Ici, nous avons le type du fichier, backup.enc. Pour récupérer vos données, envoyez 0,5 bitcoin. Le bitcoin, c'est de la crypto-monnaie. Et 0,5, normalement, en euros, ça équivaut à quelque chose du genre 30 000 euros. Envoyez à cette adresse. Et
envoyez la preuve de paiement à hackergentil@gaintuto.com. Vous recevez la clé de déchiffrement. Délai 72 heures. Après ce délai, la clé sera détruite. Nous surveillons votre serveur. Alors envoyons ce message pris d'un stress glacial. Elle va chercher à aller voir le contenu de ce fichier backup.enc et elle va se rendre compte qu'exactement le fichier a été chiffré. Alors, vu que ces fichiers sont vraiment importants pour lui, notre victime sera obligée de payer la rançon de 30 000 euros. Une fois la rançon payée, notre hacker va envoyer la clé de déchiffrement à la victime. Alors, pour le déchiffrement, nous allons taper la commande OpenSSL. ENC pour l'encryption et AES-256-CBC. Cette fois-ci, nous allons ajouter l'argument -D pour decrypt, c'est-à-dire c'est l'option opposée du chiffrement. Après, nous allons ajouter le cell. En entrée, nous allons mettre le fichier chiffré. In backup.enc. Et à la sortie, nous allons mettre le fichier en .gz. Backup.tar.gz. Entrée. Nous allons mettre le mot de passe que le hacker avait précédemment créé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entrée. Vous voyez, vérifions si nous avons un fichier en .gz. Exactement, nous avons un fichier en .gz cette fois-ci au lieu de C pour créer, nous allons mettre l'option -X pour l'extraction et le nom du fichier backup.tar.gz. Entrée, revérifions. Nous avons pu récupérer nos deux fichiers. Vérifions s'ils n'ont pas été corrompus. Très bien. Donc, voyez comment s'effectue une attaque par ransomware. Alors, nous allons rapidement voir la contre-mesure. Pour éviter ce genre de problème, nous allons reconfigurer le fichier sshd-config. Donc, nous allons ssh etc sshd-8 config. Alors, dans ce fichier, il y a des lignes que nous allons commenter et décommenter. Premièrement, nous revenons sur la dernière ligne ici. Nous voyons par exemple la ligne permit root login. Ici, nous allons la commenter. Et password authentification aussi, nous allons la commenter pour bloquer l'authentification par mot de passe. Nous allons décommenter cette ligne pour permettre juste les authentifications avec une clé SSH. Et nous venons aussi sur la ligne max of try. Nous allons la décommenter. La ligne XOR forwarding. Cette nous allons la mettre sur non pour interdire toute interface graphique. Alors ici, sur client à level intervalle, nous allons la décocher et nous allons mettre le délai à 300, c'est-à-dire après 5 minutes. Et nous venons juste à la fin du fichier, nous allons ajouter la ligne hello user admin. Cette ligne signifie que seul l'utilisateur admin peut se connecter en SSH. En fait, c'est comme une liste blanche. Si votre nom n'est pas dans la liste, vous n'aurez pas d'accès. Et CTRL O pour enregistrer, CTRL X pour sortir. Alors, une fois fait, nous allons redémarrer le service SSH avec la commande service SSH restart. OK, le service SSH a été redémarré. Et si notre hacker revient et cherche à se reconnecter encore en étant root, OK, vous voyez, la permission pour se connecter en SSH a été refusée. Donc, ça nécessite la présentation d'une clé SSH. Alors, il y a encore d'autres configurations supplémentaires qu'il faut ajouter sur le serveur SSH afin que la protection soit vraiment coriace. Mais pour ne pas que cette vidéo puisse être vraiment longue, nous sommes obligés de nous arrêter ici. La partie défensive, nous allons la continuer dans une autre vidéo. Alors,
si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à nous encourager en vous abonnant, en likant et en mettant dans les commentaires qu'est-ce que vous avez trouvé de bon dans cette vidéo. Alors pour cela, tenez-vous bien et à la prochaine vidéo. Edney Correa.